Chers abonnés, chers étudiants, ensemble, aujourd'hui, nous allons traiter dans le monde des végétaux quelques champignons toxiques. Pour cela, nous allons tout d'abord voir quelques généralités, comme les circonstances de survenue d'une intoxication aux champignons. Ensuite, nous allons aborder les différents syndromes toxiques résultant de l'intoxication par ces champignons avant de finir par la démarche diagnostique. Et afin de faciliter la compréhension et l'assimilation des informations données, cette présentation va se dérouler en deux parties. Bien que le champignon soit dépourvu d'une valeur nutritive et qu'il soit très riche en eau, il constitue une denrée alimentaire consommée de façon non négligeable par la population générale. Fort heureusement que les champignons, bien qu'ils soient à l'origine de certaines intoxications, ces dernières constituent des situations le plus souvent de faible gravité et dont le traitement symptomatique reste suffisant. À noter qu'il arrive qu'on ait affaire à quelques intoxications très graves ou sévères qu'il faut prendre en considération. Alors, comment peut-on être intoxiqué par un champignon? Cela peut se produire soit de façon accidentelle ou volontaire. Lorsqu'il s'agit d'une exposition accidentelle, souvent on rapporte une notion d'une consommation collective d'un repas contenant un champignon. Et cette intoxication, elle est engendrée soit par la méconnaissance de l'existence d'un champignon dans le repas, ou bien tout simplement par la confusion d'une espèce avec une autre espèce toxique, donc par suite à une erreur d'identification. D'un autre côté, l'exposition volontaire aux champignons, elle est souvent à but récréatif, rarement à but criminel ou suicidaire. Et là, on parle d'un contexte de toxicomanie où nous pouvons rapporter des cas d'intoxication par l'amanite tue-mouche, par exemple, ou les psilocybes. Il faut savoir que ces intoxications, et grâce à M. Rock en 1919, ont été classées en syndrome en se basant sur deux critères importants, qui sont les signes cliniques, donc la symptomatologie qui résulte de l'intoxication par ces champignons, et le délai d'apparition des symptômes après l'ingestion de ces derniers. Et suite à ça, ou sur la base de ces deux critères, il a été proposé deux grands syndromes ou deux grandes catégories, à savoir les syndromes à latence courte, qu'on appelle syndrome mineur, et les syndromes à latence longue, qu'on appelle les syndromes majeurs. Alors, cette latence ou cette durée d'apparition du symptôme par rapport au moment de la gestion a été fixée de 6 heures. Et de là, donc, nous pouvons typé de syndrome mineur si cette durée elle est moins de 6 heures. Généralement, elle concerne des syndromes fonctionnels qui sont d'apparition précoce et dont l'évolution reste favorable dans la plupart des cas. A contrario, lorsqu'il s'agit de syndrome majeur, dans ce cas-là, le délai va dépasser les 6 heures et le mécanisme est plutôt lésionnel d'apparition tardive et on peut noter quelques intoxications graves qui peuvent engendrer le pronostic vital. Voici donc une fiche ou une diapositive qui a été tirée donc d'internet qui résume l'ensemble de ces symptômes. Et de là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que tout d'abord, on doit s'intéresser à l'apparition des troubles digestifs. Ces derniers peuvent être isolés ou associés à d'autres symptômes. Dans la première configuration, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de troubles digestifs isolés, et lorsque l'apparition de ces signes-là ne dépasse pas les 6 heures, là, on peut parler d'un syndrome gastro-intestinal qui peut être sévère et il peut aller jusqu'à 8 heures. Lorsque les troubles digestifs sont associés à d'autres signes et que le délai d'apparition est moins de 6 heures, là, on a une panoplie de syndromes comme le syndrome narcotinien avec la présence des hallucinations ou le syndrome cholinergique en présence d'un syndrome muscarinique. D'un autre côté, lorsque les troubles digestifs sont présents, mais associés à d'autres symptômes et dont l'apparition dépasse les 6 heures, là, on peut aussi rapporter quelques syndromes comme le syndrome phalloïdien
lorsqu'il y a association d'une hépatite aiguë en plus de ces signes digestifs ou le syndrome de l'insuffisance rénale pour le syndrome aurélanien et le syndrome proximien. Donc, au fur et à mesure, chers étudiants, nous allons aborder ces syndromes-là. Alors, nous allons commencer par les syndromes mineurs dont le délai d'apparition ne dépasse pas les 6 heures. Le premier syndrome qu'on peut évoquer est le syndrome résinoïdien. C'est un syndrome gastro-intestinal qui regroupe toutes les situations qui caractérisent des troubles digestifs isolés, mais qui apparaissent moins de 6 heures après l'ingestion de champignons. Alors, ces situations peuvent concerner une consommation excessive de champignons comestibles ou d'un déficit en tréalase, qui est une enzyme qui dégrade un dioside présent dans tous les champignons jeunes et frais, qui est le tréalose, ou bien carrément suite à une consommation d'un champignon âgé ou un champignon renfermant une toxine de façon effective. Voilà, donc là, j'insiste sur le syndrome gastro-intestinal sévère qui peut apparaître jusqu'à 8 heures après la consommation des champignons. Du syndrome résinoïdien, donc nous avons ces espèces qui sont incriminées. Tout d'abord, nous avons l'Entolome livide, le Clavère doré et le Bolet Satan. À titre d'exemple, ces 3 espèces qui sont responsables du syndrome résinoïdien et qui vont engendrer des troubles digestifs prononcés, type nausées, vomissements, diarrhée parfois sanglante et prolongée, des douleurs abdominales associées à une soif intense. À côté de cela, il peut arriver qu'il y ait manifestation d'une insuffisance rénale fonctionnelle et dont la symptomatologie va régresser en 12 à 48 heures. Quelques intoxications sévères sont rapportées lors du syndrome résinoïdien. Elles sont observées principalement avec l'Entolome livide. C'est pour cela que tous les entolomes sont à rejeter. Donc, il ne faut jamais prendre le risque de consommer un champignon du genre Entolome. Aussi, nous pouvons constater des intoxications bénignes, mais par prudence pour les bolets à port rouge et à chapeau de couleur claire. Là aussi, il faut éviter de les consommer pour éviter ce syndrome résinoïdien qui est le syndrome gastro-intestinal. La durée de latence, elle va de 15 minutes à 2 heures. Et voici donc quelques photos de ces 3 champignons, l'Entoloma lividum, Romaria aurea et Boletus satanas. Comment prendre en charge cette intoxication? Tout d'abord, il faut surveiller sur le plan biologique en surveillant les paramètres électrolytiques. Pourquoi? Par rapport aux diarrhées, surtout donc prolongées, donc aux pertes électrolytiques. Il faut aussi surveiller la fonction rénale puisque nous avons parlé du risque d'une insuffisance rénale fonctionnelle. Et le traitement symptomatique va reposer sur une réhydratation et une correction des troubles hydroélectrolytiques. D'ailleurs, on dit souvent que lorsqu'il s'agit d'une intoxication aux champignons, il faut respecter la diarrhée. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre l'élimination des toxines. Des antiémétiques et des antispasmodiques, cependant, peuvent être prescrits ou administrés. Nous passons après le syndrome résinoïdien, qui est le syndrome gastro-intestinal, au syndrome sudorien, aussi appelé dans le temps le syndrome muscarinien ou le syndrome muscarinique. Alors celui-là, il est engendré par des espèces appartenant aux familles des clitocibes et des inocibes, comme vous voyez sur la photo, clitocibes et inocibes. À l'origine de l'apparition de signes cholinergiques dans un temps ou laps de temps qui varie de 15 minutes à 2 heures. Alors, quelle est la toxine responsable de ce syndrome muscarinien ou bien sudorien? C'est la muscarine. Alors, la muscarine, qui est un analogue de l'acétylcholine, mais qui n'est pas dégradée par la cholinésterase. Par contre,
elle va se fixer sur les récepteurs muscariniques des fibres postganglionnaires à l'origine d'un effet parasympathomimétique, d'où donc l'apparition de signes cholinergiques que nous allons détailler dans ce tableau-là. Et là, ça peut commencer par des troubles digestifs, donc là il manque un S, avec des diarrhées, des spasmes digestifs, des nausées ou des vomissements. Aussi, ça peut être associé à des troubles cardiovasculaires comme la bradycardie et l'hypotension artérielle due au syndrome donc cholinergique, un myosis, une hypersécrétion généralisée peut aussi être observée, type sueur, hypersalivation, hypersécrétion bronchique. Heureusement, comme il s'agit donc d'un syndrome de latence courte, il est moins sévère par rapport à d'autres syndromes et les symptômes vont durer de 6 à 8 heures. Comment prendre en charge ce type d'intoxication? Comme d'habitude, il faut tout d'abord surveiller sur le plan clinique et biologique en donc mesurant les paramètres hémodynamiques et électrolytiques avec un bilan rénal à effectuer. Le traitement symptomatique va se reposer sur un remplissage vasculaire en cas de présence d'une hypotension. Il faut scoper le malade. En cas de bradycardie, pensez à l'administration de l'atropine sous forme sulfate, mais là, faites attention aux signes d'atropinisation, comme la midriase, qu'il ne faut pas atteindre. Des psychotropes sédatifs comme les benzodiazépines peuvent être administrés pour contrecarrer l'agitation et les convulsions qu'on peut observer chez l'intoxiqué par les clitocibes et les inocibes, l'allopéridol en cas de délire et le traitement donc spécifique est représenté par le sulfate d'atropine qu'on vient aussi d'évoquer, qui va justement prendre en charge tous ces signes cholinergiques. Nous allons passer au troisième syndrome à latence courte, qui est le syndrome panthérinien. Ce syndrome panthérinien qui est causé par des amanites, dont l'amanite tumouche, qui est l'Amanita muscaria, et l'amanite panthère, qui est l'Amanita pantherina. Alors ici, il faut savoir que bien que dans le nom latin, vous avez donc muscaria comme un nom d'espèce, là, il faut savoir que dans le temps, l'amanitue-mouche a été utilisé comme insecticide et en pensant qu'il renfermait de la muscarine. Alors que ce n'est pas le cas. La toxine ou les toxines qui sont responsables de cette toxicité sont des dérivés de l'ixazole à différentes proportions dans toutes les amanites. Et il s'agit de l'acide iboténique et du missimol. Et pour l'amanite panthère, on peut aussi parler de la panthérine comme toxine. Alors, il faut savoir que l'acide iboténique, il a un effet stimulant sur les récepteurs NMDA avec un effet agoniste non sélectif et que le muscimol est stimulant des récepteurs GABAergiques A, qui est donc un agoniste sélectif de ce neurotransmetteur. Alors, quelle est la clinique qui va en résulter? Tout d'abord, nous allons observer des troubles digestifs modérés comme des nausées et des vomissements. Ensuite, on va rencontrer ou on va constater l'apparition de troubles neurologiques et neuropsychiatriques comme l'obnubilation, l'agitation mais aussi des délires et des hallucinations. Alors, autres symptômes peuvent apparaître comme la tachycardie et l'hypertension artérielle associée ou non à une midriase avec assèchement des muqueuses, faisant évoquer donc le syndrome atropinique, avec une phase secondaire de dépression du système nerveux central qui va donc engendrer une somnolence qui peut aller jusqu'au coma, qui peut durer plusieurs heures. Heureusement, les symptômes vont régresser en 8 à 12 heures. Alors, voici quelques photos de ces espèces-là. Vous avez l'amanite, donc tumouche, qui est l'Amanita muscaria, et vous avez l'Amanita pantherina.
Comment prendre en charge ces intoxications? Il faut traiter symptomatiquement avec des psychotropes en cas d'agitation et de convulsion par des benzodiazépines, en cas de délire par l'halopéridol. Par contre, dans ce cas-là, rappelez-vous que l'atropine est contre-indiquée. Pourquoi? Parce qu'on parle déjà de signes atropiniques et si on traite avec l'atropine, on risque d'aggraver le tableau clinique de l'intoxiqué. Le quatrième syndrome faisant partie des syndromes mineurs et dont la symptomatologie ne dépasse l'apparition de la symptomatologie ne dépasse pas les 6 heures après l'ingestion, c'est le syndrome psilocybien. Les psilocybes qui constituent des champignons très intéressants. Pourquoi? Pour leurs propriétés hallucinogènes, dont la durée de latence varie de 20 minutes à 30 minutes. Ils peuvent être utilisés à but récréatif, donc en toxicomanie. Ils sont responsables d'un syndrome narcotinien. D'ailleurs, si vous remarquez, à chaque fois le syndrome, soit il prend ou il fait référence comme nom au nom du champignon, la famille des champignons, ou bien carrément aux symptômes qu'il peut engendrer. Donc voici donc une image qui peut montrer des psilocybes donc à l'état frais et en entier. Ces psilocybes renferment comme toxines des dérivés de l'indole et particulièrement nous parlons dans ce cas de psilocybine qui est la molécule mère, qui est la toxine mère, qui va être justement biotransformée suite à une déphosphorylation en psilocine qui est un métabolite aussi actif et qui va donc se fixer sur les récepteurs sérotoninergiques. Les espèces qu'on peut citer, Psilocybe lancéolé, Psilocybe colosa et Psilocybe cubensis. Alors, ces psilocybes vont être responsables d'une clinique qui est semblable à celle du LSD, qui est un hallucinogène, donc un stupéfiant hallucinogène, psychodysleptique, et qui va donc se manifester en signes neuropsychiques et sensoriels comme l'euphorie, l'hyperesthésie visuelle, auditive, gustative et tactile, avec des hallucinations visuelles et auditives, une distorsion du temps et de l'espace et modification de l'humeur et de la pensée et des sentiments. Alors carrément, on dit que le consommateur ou l'intoxiqué par les psilocybes va vivre dans une autre dimension, dans un monde irréel. Alors, les symptômes aussi peuvent être inconstants, comme la tachycardie, l'hypertension artérielle, la sécheresse buccale, le flux faciaux et l'hyperréflexie. Alors tout ça, il faut savoir que ça fait penser au syndrome ou toxydrome sérotoninergique. Il faut aussi savoir que certains intoxiqués ou certains consommateurs volontaires de ces psilocybes vont garder quelques séquelles dues à la toxicité de ces champignons. La prise en charge ne s'impose pas, il faut juste surveiller l'intoxiqué et en cas d'agitation ou d'anxiété extrême, administrer des sédatifs. Encore un autre syndrome à latence courte qui est le syndrome coprinien. C'est un syndrome très intéressant. Pourquoi? Parce que les espèces responsables de ce syndrome ne sont pas toxiques en elles-mêmes, mais vous allez voir qu'elles deviennent toxiques si on leur associe une denrée alimentaire qui est l'alcool. Alors, les espèces ne sont pas tous des comprins, bien qu'il s'agisse d'un syndrome coprinien par rapport à son appellation. On peut citer quelques-uns, le Coprinus atramentarius, qui est le coprin noir d'encre, et on peut aussi citer une espèce qui ne fait pas partie des coprins, qui est le Boletus luridus. Alors, ces champignons renferment des toxines et dont le métabolite de la coprine, qui est donc une toxine qui est présente dans ces champignons, va être responsable de ce syndrome. Comment? En étant biotransformé un métabolite qu'on appelle l'aminocyclopropanol, celui-là donc étant aussi un alcool, va rentrer en compétition et va être un puissant inhibiteur de l'acétaldéhyde déshydrogénase. Rappelez-vous, une enzyme très importante qui intervient dans la biotransformation
des alcools primaires, notamment l'éthanol et le méthanol. Alors, suite à l'association de ce champignon avec l'alcool, il va y avoir un syndrome coprinien que nous allons expliquer justement par l'effet antabuse. Il s'agit donc là, excusez-moi, donc là, ce n'est pas le syndrome narcotinien, donc c'est juste par erreur. Alors, le coprinien, donc responsable d'un effet antabuse, et dans la clinique, elle s'exprime comme suit. Tout d'abord, nous pouvons constater une vasodilatation périphérique, comme une érythrose cutanée du visage, donc une rougeur exacerbée du visage, de la partie supérieure du thorax aussi, des bouffées de chaleur avec sensation de malaise. C'est-à-dire que carrément, ce sont les mêmes sentiments, les mêmes signes qu'on peut observer lorsqu'on est devant un cas d'antabuse. D'autres signes peuvent apparaître comme des céphalées, des sueurs, une tachycardie sinusale, des fluctuations tensionnelles, un goût métallique dans la bouche, des parasthésies des mains et des pieds. Ces symptômes régressent heureusement en 2 à 4 heures et dans certains cas, il y a quand même une aggravation avec un retentissement cardiovasculaire comme l'apparition de troubles du rythme, une précardialgie et un collapsus. Alors, pour cela, il faut donc une surveillance clinico-biologique avec la mesure des paramètres hémodynamiques, avec la réalisation d'un ECG, le traitement est symptomatique, avec le fomépizole qui peut être discuté. Alors souvent, lorsqu'on est devant le cas exceptionnel du retentissement cardiovasculaire, donc on a une aggravation de la symptomatologie cardiaque, donc on peut penser à ce traitement-là. Il y a une prévention quand même à prendre en considération qui est de l'abstention d'alcool dans les jours suivant l'intoxication. On dit que il ne faut pas consommer d'alcool jusqu'à 10 jours après la première ingestion du coprin pour éviter pour éviter que le syndrome coprinien ne récidive. Voici donc une diapositive, donc un schéma récapitulatif de ce mécanisme d'action toxique de Monsieur l'abbé Roland. Alors, vous avez, comme nous l'avons dit, l'éthanol qui est normalement transformé dans un premier temps par une alcool déshydrogénase qui va donc être responsable de l'oxydation de ce dernier à l'origine de la formation de l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, normalement, il est aussi à son tour oxydé par l'aldéhyde déshydrogénase qui va être transformé en acétate de CO2 éliminé dans les urines. Alors, en présence du coprin, donc suite à l'ingestion du coprin, soit en association avec l'alcool ou soit carrément c'est le coprin qui a été préparé avec de l'alcool, mais sans que ça passe par une étape d'évaporation. Là, celui-là, il va transformer en aminocyclopropanol, qui est la toxine réelle, qui va bloquer cette enzyme qui est l'aldéhyde déshydrogénase, à l'origine de quoi? D'une accumulation du substrat, donc qui devait être oxydé par cette enzyme-là. Cette accumulation est responsable d'une symptomatologie qu'on appelle l'effet antabuse. Cet effet qui est rencontré lorsqu'on utilise le disulfiram comme produit de sevrage de l'alcoolisme. Nous changeons un peu maintenant et nous allons passer au syndrome paxillien, toujours dans les syndromes à latence courte, donc les syndromes mineurs. Ce syndrome, il reste rare. Il est engendré par des espèces qu'on appelle les paxilles, le paxille enroulé précisément, dont la toxine n'a pas été élucidée. Par contre, ils ont pu fabriquer des anticorps anti-extraits paxilliens qui ont pu être fabriqués. Alors, comment celui-là, il va agir? Il va avoir une action sensibilisante. D'ailleurs, carrément, ce champignon n'est pas à l'origine d'une intoxication dès la première consommation. Alors souvent et généralement, il s'agit de consommation répétée dans le temps. Il y a d'abord une sensibilisation. Comment? Il y aura tout d'abord une formation des JGG
spécifique et suite à la consommation répétée, nous avons avoir carrément la formation de complexes humains à l'origine de la destruction des globules rouges et d'où donc l'effet hémolytique avec un risque d'accident sévère et dont le temps de latence varie de 1 heure à 3 heures après le repas déclencheur. Vous voyez là qu'on parle d'un repas déclencheur. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, il ne s'agit pas d'une symptomatologie qui se manifeste suite à la première consommation des champignons Paxil. Les signes cliniques qu'on peut observer, c'est l'hypotension avec perte de connaissance, mais surtout ce qu'on appréhende, c'est l'insuffisance rénale où on va carrément rapporter des reins douloureux à la palpation avec une hypersensibilité type 2 responsable de ou à l'origine d'une hémolyse aiguë, une hématurie. Le traitement donc repose sur l'administration d'un charbon activé afin d'absorber ces toxines-là. Dans certains cas aussi dans le lavage gastrique selon la cinétique et aussi on peut penser à l'épuration extra-rénale ou l'exsanguino-transfusion pour pallier cette toxicité. Voici à quoi ressemble donc le Paxil enroulé. Nous passons maintenant au syndrome neurologique. Carrément, on peut parler de syndrome neurologique au pluriel, pardon. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de nouveaux syndromes qui ont été aussi catégorisés dans ces syndromes mineurs. Il s'agit notamment du syndrome cérébelleux, du syndrome d'encéphalopathie et du syndrome d'encéphalopathie convulsivante. Nous allons détailler chacune ou chacun d'eux. Tout d'abord, le syndrome cérébelleux, dont le délai d'apparition des premiers signes varie de 5 à 6 heures. Nous allons observer plutôt des signes digestifs, parfois discrets, puis 12 heures après, il va y avoir des troubles oculaires, des vertiges, des tremblements, une incoordination motrice. La régression se fait en 48 heures. Ça, c'était le syndrome cérébelleux. Nous passons au syndrome d'encéphalopathie. Pour ce syndrome-là, l'apparition des symptômes se fait de 6 heures à 8 heures après l'ingestion. Tout d'abord, il y a apparition des signes digestifs, mais ça peut se compliquer par une atteinte rénale et hépatique heureusement modérée. On peut observer carrément des urines violettes. Dans les cas les plus graves, un syndrome neurologique peut apparaître avec une manifestation de somnolence, de troubles d'équilibre et de coordination. L'évolution est favorable pour le syndrome d'encéphalopathie. Le troisième type de syndrome neurologique reste le syndrome d'encéphalopathie convulsivante, comme vous le voyez. À la différence du précédent, où on n'avait pas rapporté de convulsions, là, il va y avoir des convulsions. Le délai varie de 1 à 3 semaines, avec un terrain favorisant comme le contexte d'insuffisance rénale. Le syndrome donc neurologique va associer une fatigue musculaire, des troubles de coordination, des tremblements, des myoclonies, une parésie et une paralysie. Il y aura aussi des difficultés d'élocution, des troubles de la conscience, jusqu'à un état comateux parfois très prolongé et bien sûr nous rapportons aussi la notion de convulsion puisqu'il s'agit d'un syndrome d'encéphalopathie convulsivante qui est aggravé par ce contexte d'insuffisance rénale qui va justement bloquer ou ralentir l'élimination des toxines. Quelles sont les espèces responsables de ces trois syndromes neurologiques? Ça dépend du type du syndrome. À titre d'exemple, nous avons les morilles qu'elles soient consommées bien cuites, quand elles sont plutôt consommées bien cuites en grande quantité, donc elles sont responsables de ce syndrome cérébelleux. Pour le syndrome d'encéphalopathie, nous pouvons citer le polypore rutilant. Celui-là, donc, il est responsable de l'encéphalopathie due à l'ingestion de ce champignon. Enfin, le syndrome d'encéphalopathie convulsivante qui est responsable par les Pleurocypella porrigens qui sont rares en Normandie occidentale, puisque c'est tiré d'un article qui s'est intéressé donc à la Normandie. Alors, comment prendre en charge ces intoxications? Comme d'habitude, le traitement est plutôt symptomatique. Il faut tout d'abord confirmer donc le diagnostic par une IRM qui va mettre en évidence vers le 6e jour des lésions bilatérales des ganglions
de la base du crâne et de la substance blanche sous-corticale. Donc carrément là, on peut parler d'un effet lésionnel. À présent, donc nous allons passer à un autre type de syndrome qui sont les syndromes majeurs ou les syndromes à latence longue. Pour cela, restez branchés, abonnez-vous et likez pour rester avec nous sur les champignons toxiques à latence longue. Et je vous remercie.